Mesdames et messieurs, chers invités, monsieur le ministre, c'est avec une immense joie et une grande fierté qu'au nom d'HEC Tunisie, nous inaugurons ce soir notre cycle de conférences par un événement qui marque pour notre jeune association un moment fondateur. Ce que la Tunisie dit au monde, une voix singulière dans le concert des nations. En effet, à l'heure où les équilibres hérités du siècle passé vacillent, et où chaque nation est appelée à repenser sa voix, son influence, son destin, nous croyons que la Tunisie, forte de son histoire, de ses talents et de son imaginaire collectif, a plus que jamais une parole essentielle à faire entendre dans le monde en recomposition. Pour ouvrir ce cycle, nous avons l'immense honneur d'accueillir ce soir une personnalité qui incarne cette ambition avec clarté, exigence et engagement, Monsieur Nizar Yahish. Pour préciser plus sur son parcours, donc à la suite d'un baccalauréat obtenu au lycée Carnot de Tunis, M. Yahish rejoint l'école Sainte-Geneviève de Versailles, puis intègre Centrale Paris, dont il est diplômé en 1998. Ingénieur économiste de formation, sa carrière le portera par la suite à perfectionner ses compétences en gestion des affaires à la Harvard Business School. Cette carrière, il la débute en tant que manager chez Capgemini Télécom et Médias à Paris, et en parallèle occupe les postes de PMO et de directeur marketing intérimaire chez Orange Réunion. En 2005, il rejoint Booz Allen Hamilton en tant qu'associé senior au sein de leur bureau à Dubaï. Il ne fallut cependant que très peu de temps avant que son amour du pays ne l'amène à revenir et rejoindre Tunisie Télécom pour y occuper les fonctions de directeur exécutif et commercial. Et en 2008, il fonde son propre cabinet de conseil en stratégie, Y-Strat, qu'il place alors au cœur de son projet entrepreneurial, concrétisé 1 an plus tard par la structuration du Yahish Group, un holding multisectoriel générant un chiffre d'affaires estimé à plusieurs millions d'euros aujourd'hui. Lors du rachat d'Y-Strat en 2015 par PwC, il se voit revenir à Paris, désormais en tant que partner advisory. Il intervient alors sur des projets de transformation numérique dans les secteurs des télécommunications, de la finance et des services publics, opérant dans de nombreux pays européens, arabes et africains. En 2020, il répond ensuite à l'appel de la nation, en acceptant le poste de ministre des Finances de la République tunisienne, dans un contexte de pandémie mondiale et de tensions financières extrêmes. Son passage au gouvernement est d'ailleurs salué à l'international, notamment par le FMI, pour sa rigueur, son ouverture au dialogue et son souci constant de préserver la souveraineté financière du pays. Depuis 2021, il siège au sein de l'équipe de leadership mondial de PwC comme leader digital global, où il conseille des gouvernements et organisations internationales majeures sur leur transformation technologique et institutionnelle. Depuis lors, il continue de porter dans ses engagements une réflexion exigeante sur les défis économiques, numériques et géopolitiques contemporains, notamment en participant à des forums stratégiques internationaux tels que le Forum arabe pour le développement durable, sous l'égide des Nations Unies. Ce soir, Monsieur le Ministre, vous nous accompagnerez dans une réflexion structurée autour de 3 grands axes. Tout d'abord, une analyse des grands désordres géopolitiques, géoéconomiques et financiers qui redéfinissent les marges d'action publique dans un monde fragmenté. Ensuite, un éclairage précis sur le cas de la Tunisie, à l'intersection des tensions budgétaires, des opportunités technologiques et de l'émergence d'une diplomatie plus autonome. Enfin, une étude plus personnelle dans le cœur de votre parcours professionnel plurisectoriel et à la lumière des enseignements que vous en avez tirés. Monsieur le ministre, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Et merci à vous toutes et tous d'être présents pour partager ce moment d'échange et d'engagement tourné vers l'avenir. Je laisse maintenant la parole à Evan, qui introduira notre premier grand axe de discussion. Merci Juliane pour cette introduction éclairante. Merci à vous toutes et tous pour votre déplacement ce soir et puis évidemment merci Monsieur le Ministre pour votre présence. Nous traversons une époque aujourd'hui où les certitudes se dérobent sous nos yeux. L'ordre hérité de la guerre froide est fissuré et plus personne ne sait encore qui écrit les lois du monde. Face à cette incertitude, qui n'est plus une parenthèse, mais qui est réellement devenue la trame de notre temps, il serait aisé de décrypter ce nouvel ordre mondial,
où des lignes de fracture redessinent en profondeur la grammaire géopolitique, économique et financière du XXIe siècle. Donc avec une première question pour vous, Monsieur le Ministre, concernant la notion de polycrise. C'est une notion qui semble être devenue signature de notre époque, avec ce que nous pouvons voir, que ce soit à Gaza, en Ukraine, au Soudan, au Congo, avec l'embrasement des tensions commerciales sino-américaines qu'on a pu voir récemment. Selon vous, Monsieur le Ministre, ces lignes de fracture dessinent-elles encore un monde gouvernable, ou sommes-nous entrés dans une ère de dérégulation permanente? Et si reconfiguration il y a, vers quoi dérivons-nous? Très bien. Alors, déjà, j'aimerais vous féliciter pour cette nouvelle association. Et c'est vraiment mon devoir de venir, de vous encourager et bien sûr de participer avec vous, d'échanger, j'espère vous donner quelques idées, vous inspirer et partager mon expérience. Donc je vais vous parler vraiment en toute franchise aujourd'hui et échanger sur la géopolitique, effectivement, la géoéconomie, la finance internationale, et puis d'essayer d'apporter un autre regard aussi, le regard occidental auquel vous êtes régulièrement confrontés, mais aussi d'autres regards de ce monde. Donc, et pour revenir à votre question, polycrise, vous avez effectivement cité quelques-unes. Donc effectivement, il y a la crise sanitaire. Mais ces crises ou ces polycrises, en fait, elles se greffent sur des tendances qu'on voyait depuis des années. Et j'ai même envie de dire depuis décennies. Il y a des tendances de fond, comme les changements démographiques profonds dans notre planète. L'Afrique va doubler de population d'ici une vingtaine, 20, 25 ans. Des changements profonds, des phénomènes de vieillissement de population dans plusieurs pays occidentaux, au Japon, en Italie, des taux de dépendance très très forts, des populations au-dessus de 65 ans par rapport à la population active. Tout ça, ça fait des changements démographiques profonds auxquels il faut se préparer. Ensuite, il y a les changements, effectivement, des évolutions climatiques. Nous avons enregistré l'année la plus chaude l'année dernière, jamais enregistré. Le mois de mars, en Europe, pareil, avec tout ce que ça implique en termes de développement économique, de stress hydrique, de risques sur les villes côtières, etc., et d'impact sur la croissance. Il y a des grands changements aussi technologiques, et on l'a vu, et ça apporte son lot de création de richesses, mais aussi d'énormes questions sur les emplois, sur les interactions entre individus, etc. Il y a aussi d'autres tendances de fond qu'il ne faut pas oublier, liées à l'endettement, d'une manière globale, et l'endettement des pays. Et on a vu une accélération de l'endettement d'une manière vertigineuse, notamment depuis 2008. Et là, on parle des taux d'endettement extrêmement élevés qui ont augmenté de 15-20% en l'espace de 4-5 ans, y compris pour les pays les plus riches. Et ça va impacter, bien sûr, la possibilité des gouvernements, des administrations à interagir par rapport à ces polycrises et autres. Et puis, on va aussi des augmentations de tensions géopolitiques perceptibles. On n'a jamais eu autant de conflits et de conflits armés cette année qu'en 1945. Voilà ce qui se passe. Et en parallèle de ça, on voit l'augmentation des budgets d'armement et de défense partout dans le monde pour atteindre 2400 milliards de dollars annuels et une augmentation de 7% par an. Donc tout ça pour dire qu'il y a des tendances globales qui ont en quelque sorte favorisé l'apparition de ces crises et de ces polycrises. Et là-dedans, on voit des mouvements, des grandes puissances aussi qui se positionnent et qui imposent de plus en plus la loi du plus fort par rapport aux normes. Est-ce qu'elles sont en train d'essayer d'imposer, entre guillemets, la justice, ou plutôt de contrôler? Et là, la réponse, on le voit, est d'une manière de plus en plus claire, notamment avec la nouvelle administration qui fête aujourd'hui ses 100 jours, n'est-ce pas? Et en fin de compte, un phénomène qu'on voit de la part des États-Unis qui n'est pas si surprenant que ça, en fait. On voyait depuis longtemps qu'il y avait un problème structurel par rapport à cette économie-là. Lorsqu'un pays atteint un endettement
de 35 000 milliards de dollars ou 36 000 milliards de dollars, cumulé avec un déficit commercial énorme, donc là, on parle du trillion de dollars, et maintenant, avec le resserrage des politiques monétaires, donc il y a le coût de la dette et donc le service de la dette qui pèse vraiment très très lourd et qui dépasse maintenant même leur budget d'armement et de défense, donc les 800-850 milliards de dollars. Et tout ça avec une économie qui dépend fortement, je parle industriellement, de la Chine et qui dépend énormément de la position du dollar. Et là, on voit tous le phénomène de ciseaux qui arrive. C'est-à-dire avec la même tendance, ils vont, ou ils devraient aller d'ici 2035, à plus de 50 000 milliards de dollars de dette. Est-ce que c'est tenable tout ça? Donc il fallait qu'ils réagissent. Et ce qu'on est en train d'observer, à mon avis, ce n'est pas un phénomène classique qui va passer. Il fallait qu'ils réagissent. Est-ce qu'ils sont en train de réagir avec la bonne manière, avec les bons outils? Il y a un débat. Je n'y crois pas. Je pense plutôt qu'ils sont en train d'accélérer les choses. Mais ça, c'est le reflet en fait d'une grande puissance qui essaie de corriger une trajectoire, pas forcément de la même manière. De l'autre côté, on voit la Chine, qui représente déjà 37-38% de l'industrie mondiale. Un système de plus en plus performant. Il ne se positionne plus en tant que meilleur producteur avec la production la moins chère, la moins coûteuse, etc., avec toutes les discussions sur la valorisation de leur monnaie et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, ils possèdent de la technologie, ils ont même de l'avance technologique dans plusieurs domaines, y compris les domaines qui étaient, par exemple, dans tout ce qui est voitures électriques, les batteries, etc., mais beaucoup plus d'autres industries. Et qui aussi sont touchés, partiellement, beaucoup moins, mais ils le sont aussi, et j'ai eu quelques chiffres tout récemment, sur l'impact aussi, ou l'impact anticipé des nouveaux tarifs aussi américains. J'avance un peu plus vite, et j'aimerais aussi parler de l'Europe, et j'aimerais parler aussi d'autres blocs. L'Europe qui est un petit peu coincée entre ces deux grandes puissances, une guerre qui coûte très très cher, une guerre lose-lose, un plan pour réarmer l'Europe au sein d'un nouvel équilibre un peu bizarre au sein de l'OTAN. On parle de 800 milliards d'euros de dépenses. Il y aura forcément le phénomène de vase communicant. Ça sera forcément, partiellement ou totalement pris sur autre chose. Forcément. Il y aura forcément de l'impact sur les citoyens et ainsi de suite. Donc ça, c'est la position de l'Europe. Et il y a un autre problème encore plus profond, à mon avis. J'espère qu'on y reviendra un peu plus tard, parce que c'est en relation aussi avec la Tunisie, qui est le problème long terme de la productivité de l'Europe. La productivité de l'Europe. Le coût de la main-d'œuvre, le coût de l'énergie, etc., etc., comment elle est capable de se repositionner derrière tout ça. Alors, ayant dit tout ceci, là, on parle de 3 blocs, chacun pèse plus de 20 000 milliards de dollars ou équivalent en PIB, 20, 19, 20 et 26. On parle de plusieurs centaines de milliards de dollars d'investissement, recherche et développement, etc. C'est des grandes puissances. Mais aussi, il y a tout un bloc, il ne faut pas les oublier, le Grand Sud, des milliards de personnes, des États qui cessaient de se repositionner, le monde arabo-musulman pas vraiment coordonné. Il a pris à ses dépens, je pense, ce qui s'est passé à Gaza, entre autres, et ils ont compris que j'espère qu'ils ont retenu la leçon, qu'en continuant à avancer d'une manière dispersée, ils n'auront ni un poids financier, ni un poids technologique, ni un poids géopolitique pour au moins imposer ou s'imposer un petit peu sur la scène internationale. Et puis il y a d'autres pays aussi, un peu pivots, qui essaient de se positionner, il y a tellement aussi BRICS et autres mouvements. Alors, où est-ce qu'on va? Deuxième partie de votre question, dans ce monde-là, est-ce qu'on va vers quelque chose d'un peu plus organisé, moins organisé, etc. C'est difficile de prédire, même si on est presque certain que le langage de la force va continuer à s'imposer, au moins dans les années et les décennies à venir. Et on le voit dans les déclarations, parce que ce n'est pas des phénomènes de passage,
Et parce qu'aussi tout ça est couplé avec autre chose, qui est l'affaiblissement de tout ce qui est norme, de tout ce qui est censé nous unir, de nos valeurs communes. L'affaiblissement clair des Nations Unies, l'affaiblissement clair de tout ce qui est notion de droit. On le voit. Les attaques répétées sur les cours internationales, la Cour pénale internationale, où on met maintenant en doute ces décisions et on n'applique pas ce qu'elle décide, notamment lorsqu'on émet des mandats d'arrêt international ou autre chose. Et on se permet même d'attaquer des procureurs de la Cour pénale internationale et des membres de leur famille. C'est assez extraordinaire, par des États dits États de droit. Et aussi l'affaiblissement de l'OMS, l'affaiblissement de l'OMC, etc., etc. Moi-même, j'étais invité, vous l'avez dit tout à l'heure, aux Nations Unies il y a une dizaine de jours. J'ai pu observer aussi ces pressions budgétaires, etc. Alors que ce sont ces nations-là, ces institutions-là qui sont censées avoir les bons budgets, les bons pouvoirs, etc., pour mieux gouverner. Et en même temps, on voit qu'il y a une quasi-paralysie même du Conseil national, du Conseil de sécurité, avec des vétos croisés entre deux ou les trois puissances que vous connaissez. Voilà un petit peu le panorama. Alors vous pouvez me dire que tout ça c'est assez noir ou assez gris, mais c'est assez factuel aussi. Est-ce qu'il y a une lueur d'espoir là-dedans? Moi je pense qu'il y en a une. Elle vient d'où? Elle vient en fait d'une prise de conscience qu'on est en train de voir, qu'on est en train de constater auprès de la population mondiale. Une prise de conscience claire, évidente de la part des étudiants, de la part des jeunes, de la part des professeurs, de la part des académiciens, de la part des chercheurs, etc. Et je pense que c'est ça l'allure d'espoir que je porte aujourd'hui. Il leur faudra un peu de temps pour qu'ils passent, pour qu'ils prennent le pouvoir, etc. Mais j'espère que ce jour-là, il viendra plus tôt dans quelques années que plus tard. On passera par une période peut-être un peu plus trouble, mais j'espère que le retour à la raison va revenir. Monsieur le ministre, merci beaucoup pour ces détails. Alors, je ne veux pas du tout atténuer cette lueur d'espoir que vous décrivez. Simplement pour rebondir sur ce que vous disiez il y a quelques instants, l'architecture financière héritée de Bretton Woods vacille. La dette publique mondiale dépasse en 2024, selon les chiffres du FMI, les 100 000 milliards de dollars. Et de nombreux pays du Grand Sud contestent aujourd'hui des conditionnalités budgétaires inadaptées à leur réalité conjoncturelle. Dans le même temps, les BRICS+, les BRICS élargis, multiplient ces initiatives pour créer une sorte de finance alternative. Je pense notamment à cette nouvelle banque de développement, mais également à tous ces processus de dédollarisation qui sont mis en place. Ce rééquilibrage-là, concrètement, selon vous, traduit-il un basculement irréversible en quelque sorte vers un système financier multipolaire? Et une seconde question que j'aurais à vous poser en lien avec ceci, c'est dans ce nouvel ordre mondial, dans ce nouvel ordre global, comment les économies du Sud peuvent-elles refonder leur souveraineté financière et se créer ce modèle un peu d'indépendance? Très bien. Alors déjà par rapport à ce chiffre que vous avancez, les 100 000 milliards de dette publique. Il faut savoir peut-être 4 ou 5 choses sur ce chiffre-là qui est effectivement assez important. Donc 100 000 milliards, c'est à peu près le PIB mondial, hein, si on est à peu près au même niveau. Ce montant-là, en valeur absolue et en pourcentage quasiment, il a doublé depuis 2008. Donc ça, c'est la première tendance. Autre élément, il pèse de plus en plus lourd. Il pèse de plus en plus lourd sur les finances publiques, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'il a été couplé récemment, lorsque je dis récemment, depuis 2002 quasiment, avec le resserrage des politiques monétaires, notamment des principales banques centrales mondiales. Donc là, je parle de la Fed, bien sûr, avec des taux qui ont atteint 5,5% overnight. Il y a eu une petite baisse depuis. Il y a la Banque centrale européenne qui a augmenté aussi ses taux jusqu'à 4,5%, vous vous souvenez, après une petite baisse. Mais ça reste quand même très, très élevé. Et puis d'autres banques aussi qui ont suivi. Alors, tout ça fait que finalement, ce n'est pas que de la dette, mais c'est de la dette qui coûte cher. Et qui coûte maintenant très, très cher. Très, très cher. Très, très cher à tel point aussi que ça alourdit énormément les marges de manœuvre budgétaires, bien sûr, pour les pays les plus riches, on le voit même ici en France, c'est un grand sujet, etc.
mais aussi, on le voit, et aussi pour les pays émergents et en voie de développement. Il y a, si on prend les 60 pays, entre guillemets, les moins développés, il y a peut-être 40% d'entre eux qui sont dans des positions de surendettement. C'est très très grave. Aujourd'hui, et ça sans parler de tendance, peut-être que dans 5 ou 7 ans, il y aura peut-être 20% supplémentaires de ces pays-là. On parle de milliards de personnes concernées. Donc ça, c'est le troisième message par rapport à cette dette. Autre chose, et on en parle malheureusement pas très souvent, c'est qu'il y a une partie de la dette publique, c'est de la dette publique cachée. Elle n'est pas dans les 100 000 milliards. Elle est estimée peut-être à 20-25% du PIB mondial. Elle vient d'où? Pourquoi il y a de la dette cachée? Elle est où cette dette? Parce qu'il y a des engagements hors bilan de la part des États. Ça, c'est un. Parce qu'on ne provisionne pas les risques qui sont pris. Donc il y a des engagements de garantie, etc., qui sont pris par les États qui ne sont pas couverts, notamment par rapport aux entreprises publiques. On a vu des cas même ici en France. Et parce que plusieurs États ont des engagements pas forcément formalisés. Mais de facto, ils devront intervenir si jamais il y a un souci au niveau de la production d'électricité d'un pays ou autre. N'est-ce pas? Et puis, beaucoup d'autres choses. Si on couple ça avec le resserrage des politiques monétaires, et aussi il y a la dette des collectivités locales et autres choses, il y a beaucoup plus que ça. Il y a aussi des pays qui n'utilisent pas les standards internationaux. Parfois, lorsqu'ils empruntent avec des comptabilités de cash ou de flux, ça améliore paradoxalement leur déficit de l'année, mais ils laissent une dette pour les générations d'après. Donc tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de phénomènes, et que le phénomène de la dette, il est devenu vraiment très très grave et très préoccupant, parce que ça touche directement presque tout le monde, les pays développés et les pays en voie de développement. Et bien sûr, le Grand Sud, il perçoit ça aussi d'une manière très négative par rapport à ce système qui a été mis en place. Et d'ailleurs, il n'y a pas que la dette. Il y a les politiques monétaires elles-mêmes des banques centrales. Le fait d'augmenter les taux, ça on l'apprend, vous l'apprenez ici à HEC, on l'apprend dans toutes les écoles, les grandes écoles prestigieuses et autres. On utilise les politiques monétaires pour contrôler l'inflation. Très bien. Oui, mais est-ce qu'on s'est posé la question si ces politiques monétaires, par rapport au dollar et l'euro et principale monnaie mondiale, est-ce que ça impacte les pays du Sud? Est-ce que vous avez vu des études dans ce sens? Est-ce que tout le monde l'utilise? Tous les pays. Lorsqu'on a des monnaies ensemble, en cumulé, elles représentent 60%, 65% pour le dollar, des flux, des échanges, des réserves. On rajoute l'euro, en bon 20% et ainsi de suite, et les autres monnaies. Ben finalement, tout le monde est en train d'utiliser ces monnaies-là. Il y a une question légitime et de fond. Pourquoi on n'a pas ce genre d'études? Pourquoi on n'a pas ce genre d'impact? Pourquoi on n'en parle même pas? Et je peux vous dire que ces politiques monétaires qui sont censées être là pour protéger l'Europe, pour protéger les États-Unis, pour protéger, etc., ben elles ne servent pas les intérêts du Grand Sud. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Augmenter les taux, déjà, ça veut dire systématiquement augmenter tous les taux variables des crédits en cours. Bon, ça c'est évident. Augmenter les taux, ça revient à valoriser les monnaies, dollars, euros, par rapport au reste. Ça veut dire le stock des dettes et l'encours des dettes, il augmente automatiquement par rapport aux monnaies locales, et donc tout ce qui est service de la dette, aussi libellé en dollars, euros, etc., il augmente aussi. Augmenter les taux, valoriser les monnaies, ça veut dire tout ce qui est importation, ça coûte plus cher, et notamment pour les produits subventionnés. Augmenter les taux, ça fait aussi un phénomène d'aspirateur. Des flux, non seulement des actions de la bourse, etc., vers ces produits-là, mais surtout du Grand Sud vers les pays développés. Et la liste est longue, je peux continuer, ainsi de suite. Et donc si on cumule tout ça, je peux vous dire
que l'impact de ces politiques monétaires a coûté des centaines de milliards de dollars au Grand Sud. Dans un système où tout le monde finalement a fait son travail. C'est-à-dire si on prend chaque maillon de la chaîne, les experts de la Fed, les experts de la Banque Centrale Européenne, c'est des gens qui sont très bons. Ils ont appliqué leur fiche de poste. Moi, ce que je conteste ici, c'est le système. C'est qu'on ne réfléchisse pas ensemble. Qu'on dise qu'on a des enjeux communs, qu'il faut qu'on règle les choses en commun, etc., que personne n'est capable de s'attaquer au problème de la démographie, dont on parlait tout à l'heure, du climat, etc. Et en même temps, en période de crise, on applique une taxe cachée sur le maillon le plus faible de l'économie mondiale. Voilà ce qui se passe. Donc c'est normal qu'il y ait des réactions. Réactions anti-dollars, des réactions, etc., des tentatives pour se réunir, etc. Est-ce qu'ils vont réussir? Moi, je pense qu'il faut... Ils ont tout intérêt, effectivement, si ça continue comme ça, et si on ne change pas d'optique et d'approche et de mentalité, tous collectivement, si on oublie le fait qu'on est tous sur la même planète et qu'ils pensent que c'est la loi du plus fort qui va continuer, ils n'auront pas d'autre choix que d'essayer de trouver de nouveaux mécanismes comme la banque d'investissement, comme des monnaies locales, etc. Et d'ailleurs, j'ai proposé aussi, il y a une dizaine de jours, un programme pour les pays arabo-musulmans, basé sur plusieurs étapes, une vision sur une quarantaine d'années, dont les premières 10 années, il y a 5 piliers, et un des piliers, c'est effectivement des fondamentaux d'une nouvelle approche financière, cohérente, avec une monnaie, j'espère, pan-arabe ou musulmane, partiellement ou totalement numérisée, et ainsi de suite. S'ils ne le font pas, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 40 ans, nos enfants, je sais qu'on est filmé aujourd'hui, que la vidéo elle va rester, nos enfants vont écouter cette vidéo, ils vont se dire, si ils n'ont pas fait ça, ils vont rester dépendants de ces politiques monétaires. Donc ils n'ont pas d'autre choix que de le faire, et j'espère qu'ils vont se réveiller pour vraiment passer à l'action. Justement, monsieur, on entend de plus en plus parler aujourd'hui de la fin de la mondialisation telle qu'on l'a connue. On voit le retour du protectionnisme, des usines qui se relocalisent, comme vous avez pu le mentionner, des blocs régionaux qui se referment, des pays qui cherchent à sécuriser leur chaîne d'approvisionnement dans des domaines stratégiques que peuvent être l'intelligence artificielle, les semi-conducteurs ou l'énergie. Et en somme, il semble que nous passions d'un monde d'efficience à un monde où les souverainetés priment. Et selon vous, assistons vraiment à la fin de l'hypermondialisation telle qu'on l'a connue depuis la fin des années 90 ? Et dans ce nouveau contexte, comment justement les pays du Sud peuvent-ils garder le contrôle de leur production, de leur technologie, sans devenir dépendants des grandes puissances? Le phénomène il est clair et évident, vers beaucoup plus de souveraineté. Comment les pays du Sud vont garder le contrôle? Factuellement, moi j'aime bien être franc et direct, ils n'ont pas le contrôle aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils doivent garder comme contrôle? Les technologies, quasiment toutes les technologies, ne sont pas dans le Grand Sud. Grandes solutions, les ERP, etc., plutôt américaines. Cloud et autres solutions, vous les connaissez, il y en a 3 grands acteurs dans le monde. IA, c'est plutôt entre les États-Unis, la Chine et un petit peu l'Inde qui essaie de se rattraper. Donc qu'est-ce qu'ils doivent garder? Ils doivent plutôt rattraper un retard significatif. Rattraper en ayant une autre approche et rattraper en faisant des investissements réellement en commun. Parce que l'erreur qui est en train d'être faite, c'est qu'on traite tous les pays du Grand Sud comme si c'était un seul bloc, alors que ce n'est pas du tout le cas. Ils ont des divergences d'approche. Et aussi parce qu'on a tendance à sommer leur capacité d'investissement dans ces domaines-là. Alors que ce sont des sommes théoriques, arithmétiques. Il y a une grande différence entre être capable de mettre, par exemple, 50 milliards de dollars pour rattraper ou contourner ou rattraper sur l'IA, type ce qu'a fait la Chine, par exemple, après
le blocage des H100 pour les supercalculateurs de l'intelligence artificielle, et entrefaire, par exemple, 1 million de dollars ici, et 10 millions de dollars de là, et 5 millions de dollars de là, et ce sont que des sommes théoriques. Voilà. Soit ils changent d'approche, et ils coordonnent, et ils consolident vraiment pour essayer de rattraper, soit ils n'y arriveront pas. Et ça sera beaucoup plus compliqué. D'ailleurs, même l'Europe, elle a du retard sur beaucoup de ces sujets-là aujourd'hui. Justement, derrière les dynamiques globales que nous venons d'évoquer, ce sont des trajectoires nationales qui semblent se dessiner, des arbitrages concrets qui forgent dans l'adversité de nouvelles souverainetés. Et la Tunisie, c'est un pays qui en est un exemple assez concret. Un pays à la jonction de plusieurs sphères d'influence, adossé à l'Europe, tourné vers l'Afrique et ancré dans le monde arabe, mais qui se retrouve aujourd'hui dans l'œil du cyclone, si je peux dire ça de cette manière, car il est confronté à des défis économiques internes, on a pu le mentionner, qui est soumis à une pression budgétaire qui semble être croissante, mais aussi porteur, d'un autre côté, d'aspirations diplomatiques, énergétiques et technologiques nouvelles. C'est cette équation tunisienne que nous vous proposons à présent d'explorer dans cette seconde partie, et je laisse justement la parole à Ivan. Monsieur le ministre, pour prolonger cette réflexion qu'on a pu administrer compte tenu des enjeux internationaux et de la finance internationale plus généralement, la Tunisie se trouve aujourd'hui confrontée à une double contrainte financière. D'une part, une fragilité immédiate, je vais citer un chiffre, sur les 16 milliards de dinars, environ 5 milliards d'euros de prêts étrangers projetés pour 2024, seulement 21% avaient été mobilisés, tandis que de lourdes échéances obligataires se profilent également d'ici 2033. D'autre part, une fragmentation croissante des sources de financement, entre crédit saoudien, conditionnalité européenne et partenariat avec la Chine, dans un contexte de surcroît d'isolement vis-à-vis du FMI depuis 2022. Dans ces conditions-là, pensez-vous que la Tunisie dispose des leviers financiers et diplomatiques suffisants, nécessaires, pour éviter une crise de solvabilité à court terme? Et comment bâtir concrètement une trajectoire de financement souverain durable et à l'abri de nouveaux cercles de dépendance géopolitique? D'accord. Alors, puisque ça concerne mon pays, j'aimerais dire quelques phrases en amont. Bon, déjà, je suis là en tant que Tunisien, en tant qu'ambassadeur, ou un des ambassadeurs, comme vous, comme je constate qu'il y a beaucoup de Tunisiens dans la salle. Donc, tout ce qui est discussion ou critique, etc., moi, je fais partie de ceux qui pensent que si vous voulez discuter ou critiquer ou faire avoir des avis politiques, c'est votre droit, mais pas à l'étranger, lorsque vous êtes en Tunisie. Donc ça, c'est un. Mais je vous promets quand même une réponse très claire et très honnête. Vous avez dit crise de solvabilité à court terme. Alors, j'aimerais clarifier une fois pour toutes qu'il n'y a pas de risque de solvabilité court terme pour la Tunisie. Est-ce que c'est clair? Je le répète, il n'y a pas de crise de solvabilité à court terme pour la Tunisie. Donc je reprends vos mots. Et d'ailleurs, parce que, et je peux détailler, d'ailleurs, au jour d'aujourd'hui, on a déjà payé 40% des engagements ou des services de la dette de l'année. Il y a un travail formidable qui est en train d'être fait par le ministère des Finances tunisien, par la Banque centrale tunisienne, etc. Et ils ont un plan aussi, le plan il y est, etc., pour avoir payé tous nos engagements, notamment en devises et aussi en dinars, pour les années à venir. D'ailleurs, j'aimerais bien que ce sujet-là soit derrière nous, ça ne soit même pas un sujet de discussion. Parce que le fait d'en parler, de reparler, etc., et forcément, il rajoute des doutes et des questions sur tout ce qui est création de richesse, tout ce qui est investissement local, tout ce qui est investissement, etc. Et je sais qu'on est suivi actuellement en live, et je sais que je suis suivi aussi de par les marchés, et qu'on m'écoute beaucoup, et que j'ai jamais dit quelque chose qui était faux, Dieu merci, notamment par rapport à la finance et finances publiques. Donc je le répète pour la troisième fois, il n'y a pas de crise de solvabilité à court terme pour la Tunisie. Voilà. Alors, après, on a su contrôler le déficit budgétaire aussi. Après, on peut débattre par rapport à l'endettement, etc., qui devrait s'améliorer, qui est en train d'augmenter, il y a de la croissance, on peut avoir beaucoup de discussions, parce que les Tunisiens aspirent à beaucoup plus et beaucoup mieux, c'est certain. Et par rapport à la deuxième partie de votre question, par rapport à comment se prémunir contre les tensions géopolitiques, bon, déjà, j'aimerais dire que la Tunisie, c'est vraiment un cas particulier.
Si vous voulez écouter le monde, prenez le pouls de la Tunisie. C'est-à-dire une bonne partie des tendances, des macro-tendances dont on a parlé tout à l'heure, on voit directement l'impact en Tunisie. Changement climatique. J'ai des dizaines d'indicateurs. On l'a subi de plein fouet. Sécheresse, nappe phréatique, des terrains entiers, des centaines d'hectares, des milliers de hectares qui sont partis, non seulement à cause de la sécheresse, mais aussi lorsqu'il y a la sécheresse et la baisse de la nappe phréatique, il y a une augmentation de la salinité, on a eu malheureusement beaucoup d'arbres qui sont morts. Impact sur la croissance. On a parlé de la dette et l'impact des politiques monétaires, on le voit, je l'ai vu, je l'ai vécu moi-même. De ces politiques monétaires sur la finance de la Tunisie, que j'ai estimé à peu près à 3 milliards de dollars. Déjà. On a essayé de négocier un accord avec le FMI pour beaucoup moins, et en parallèle, il y a des politiques monétaires qui nous taxent directement et indirectement beaucoup plus que ça. On a parlé des changements démographiques, de crise migratoire, on est en plein dedans. Donc si vous voulez écouter la Tunisie, vous aurez beaucoup d'informations sur ce qui se passe dans le monde. C'est prémunir contre ça, ça passera forcément par le rétablissement et l'amélioration des finances publiques, améliorer le déficit, améliorer la top line, créer de la richesse équitable, réduire la dépendance, notamment par rapport à la dette et la dette extérieure. Ça passera aussi, on n'en parle pas assez, par introduire davantage de flexibilité budgétaire, parce qu'au jour d'aujourd'hui, on a un budget qui est vraiment rigide. Il y a des blocs fixes qu'il faut payer. Notamment, par exemple, la masse salariale de la fonction publique. Et d'autres. Donc, voilà. Et se prémunir aussi, ça passera forcément par un travail collégial, et j'espère que la Tunisie le fera, avec nos voisins, et en construisant, je l'espère, je sais que c'est un chemin compliqué, cette unité arabo-musulmane, tout comme l'a fait l'Europe, d'ailleurs, en 1945, même avant 1945. Imaginez tout ce qui s'est passé pendant ces guerres, et les millions de morts, et le sang qui a coulé, et il y avait les pères fondateurs de l'Europe qui étaient vraiment visionnaires, et qui ont commencé par des choses concrètes et pragmatiques, avec le charbon, et d'autres, n'est-ce pas? Et on a commencé à bâtir l'Europe, et grâce à ça, il y a eu beaucoup de progrès. Je pense que la France ou l'Allemagne ou tous ces pays-là seuls n'auraient pas été là sans cette construction de l'Europe. On peut reprocher plein de choses. Mais il est temps aussi que la rive sud de la Méditerranée et que les 2 milliards de personnes, les musulmans, commencent à bâtir aussi quelque chose de constructif. Constructif, pas tout en restant aussi proche de leurs valeurs. Constructif d'une manière où on bâtit avec les autres, on bâtit avec le reste de l'humanité, où on collabore. Mais cette unité, elle est indispensable. Unité économique, unité financière, unité technologique, et ainsi de suite. Si la Tunisie ne participe pas, ou s'il n'y a pas cet effort-là, compte tenu des grands vents dont on a parlé, les vents vont souffler d'une manière très très forte, et on sera à la merci de ces vents-là. On n'a pas les amortisseurs qu'il faut. On n'a pas les 20 000 milliards ou 30 000 milliards de dollars pour essayer d'encaisser des chocs, ou des crises, ou des polycrises, etc. Cette voie-là, je parle d'une vision de 30 ans, 40 ans, 50 ans, elle est indispensable. Elle est indispensable. Sinon, on va rester à la merci des chocs. Et on ne peut pas bâtir et avoir des visions de pays en espérant que toutes les crises sont derrière nous et qu'il n'y aura pas de crise devant nous. Voilà. Vous avez pu mentionner au début de votre réponse justement les pressions budgétaires qui n'étaient pas présentes, le service de la dette, les investissements en interne. On sait qu'aujourd'hui en Tunisie,
il y a plusieurs grands projets stratégiques avec un développement massif des énergies renouvelables, avec pour objectif d'atteindre 35% d'électricité verte d'ici 2030, des initiatives en lien avec l'hydrogène vert pour plusieurs milliards de dollars, ou encore la création d'une ville numérique à Nahli. À vos yeux, Monsieur le Ministre, ces projets peuvent-ils vraiment ouvrir la voie vers une croissance plus inclusive et plus souveraine pour notre pays? Ces 3 projets-là en particulier? Les projets d'investissement dans l'énergie en interne. Ce sont de bons projets, comme par exemple essayer de viser un 30 ou un 35% d'énergie renouvelable. Est-ce que ce sont des méga projets qui vont créer énormément de richesses? C'est non. Et je vais m'expliquer. Donc si aujourd'hui, par exemple, on a une capacité de production ou un besoin énergétique de 5 ou 6 gigawatts, et qu'on dise à terme on va avoir 1,5 gigawatt ou 2 gigawatts crête, c'est très bien. Il faut le faire, etc. Bon. Bien sûr, on ne peut pas aller au-delà pour le moment, parce que le problème du photovoltaïque et des énergies renouvelables, comme vous le savez, c'est un problème aussi de stockage, pour le moment. Mais peut-être dans 10 ans, 15 ans, etc., on va avoir accès à de nouvelles technologies, je l'espère, qui vont nous permettre de dépasser ces seuils-là. Ce que j'appellerais méga-projet, et un beau projet pour la Tunisie, avec une autre dimension et une autre échelle, ça serait de travailler avec l'Europe. Et là, je lis ce que je disais par rapport au problème long terme, moyen-long terme de la productivité et de la compétitivité de l'Europe, notamment industrielle, pour essayer de leur fournir une partie significative de leurs besoins. Et on est capable. C'est-à-dire, lorsqu'on parle maintenant, cette fois-ci, de 600 ou 650 gigawatts, là, on passe tout de suite, on rajoute déjà de 0 en plus. On ne pourra pas tout fournir parce que l'Europe produit déjà une partie. Mais on a de loin, en Tunisie, la meilleure qualité d'ensoleillement, le meilleur rendement possible. On fait partie des top 5 des pays au monde. Et si on rajoute le critère géographie, proximité, etc., on serait capable de fournir 10, 15, etc. Donc l'unité devient tout de suite la dizaine de gigawatts, et non pas les 2, ou 1,5. Et là, ça pourrait vraiment bénéficier à tout le monde. À tout le monde. Ça, c'est voir beaucoup plus grand. Est-ce que techniquement c'est possible? Oui. Est-ce que financièrement c'est possible? Oui. Mais avec une autre approche. Ce que j'ai vu jusqu'à présent, je peux vous dévoiler aussi, lorsque j'étais au ministère, etc., et les négociations qui se passaient, l'état d'esprit, à mon avis, n'était pas le bon, des deux côtés. Chacun faisait son business case à part. Chacun faisait ses calculs à part. Alors que si on avait fait un business case commun et on avait réfléchi vraiment ensemble, en capitalisant sur les points forts des uns et des autres, on aurait arrivé à une conclusion beaucoup plus rapide et on aurait lancé des projets beaucoup plus importants. L'énergie, c'est crucial pour l'Europe. Le coût de l'énergie, c'est crucial pour l'Europe. La dépendance par rapport à du gaz qui vient d'ailleurs, on l'a pris aux dépens des Européens malheureusement. Pendant des années, ça continue, alors qu'on aurait pu anticiper, combiner bien sûr avec notre volonté d'être beaucoup plus conforme en termes d'objectifs de développement durable, de clean energy, etc. Donc oui, on aurait pu le faire. Est-ce qu'on est en train de le faire? Non. Même le câble qui est en cours, qui sera prêt, qui va nous relier avec l'Italie, etc., il y a un problème de dimensionnement de ces câbles. Parce qu'on ne parle que de plusieurs centaines de mégawatts, alors que la bonne échelle, c'est de rajouter un 0,5 à ça, et de démultiplier les routes, etc., etc. Est-ce qu'on est capable? Oui, parce qu'on a d'énormes terrains, on a une partie significative dans le désert, on a des possibilités aussi, il faut faire notre travail pour tout ce qui est transport énergétique, etc., électricité, steak et autre chose, la sécurité, enfin, il y a un certain nombre de prérequis qu'il va falloir faire. Et aussi, des schémas de financement innovants avec l'Europe. On ne pourra pas seul assumer l'investissement et le risque, mais il y a des façons de faire pour structurer ce genre de méga-projet à l'avenir. C'est un projet vital pour l'Europe et que la Tunisie est capable d'honorer si, des deux côtés de la rive, on a les bonnes compétences et aussi on a la bonne vision et la bonne philosophie. Et je pense qu'il faut travailler dessus. Ça, c'est un méga-projet.
Un autre méga projet, si on travaille dessus, c'est par exemple le projet de la monnaie unique, dont j'ai parlé tout à l'heure. Ça, c'est un grand projet. Le reste, c'est des bons projets. C'est pas la même chose. Monsieur le ministre, dans un monde où la souveraineté technologique, et vous venez de l'aborder à plusieurs reprises, devient un levier stratégique incontournable, la Tunisie dispose d'atouts majeurs à faire valoir. Une diaspora dynamique, un vivier d'ingénieurs et d'entrepreneurs de haut niveau, comme l'illustre et le démontre des réussites entrepreneuriales telles Instadip, cette start-up tunisienne spécialisée dans la technologie, dans l'intelligence artificielle et la biotechnologie, qui aujourd'hui, en fait, jusqu'à aujourd'hui, demeure la plus grande acquisition d'une start-up africaine, estimée à plus de 700 millions de dollars en 2023. De l'autre côté, le pays s'appuie et abrite également des acteurs de premier plan comme Africa Invest, ces fonds d'investissement de grande ampleur qui soutiennent depuis longtemps l'émergence de ce tissu entrepreneurial innovant. Donc dans ce contexte, comment capitaliser sur ces réussites pour bâtir un véritable écosystème technologique souverain pour la Tunisie et plus précisément, quelle politique publique faudrait-il prioriser pour retenir les talents, renforcer l'attractivité et positionner Tunis comme un hub régional et a fortiori potentiellement international dans le futur? Très bien. Alors, donc vous avez mentionné Instadip et Africa Invest, alors, qui sont effectivement deux très belles boîtes et deux fiertés nationales. Et ce n'est pas une surprise parce que aussi, je connais une bonne partie de leurs actionnaires. Ils disposent à la fois des compétences techniques et des valeurs qui nous unissent. Et c'est pas surprenant finalement qu'ils réussissent. Et je leur souhaite beaucoup de réussite aussi pour le futur. Mais il n'y a pas que ces deux-là qu'on a mentionnés. Si on avait le temps, je vous citerai une cinquantaine d'autres. Donc oui, il y a la possibilité, oui, il y a la compétence, etc. Et aussi, on a 60 000 ingénieurs aussi, tunisiens, la diaspora, qui vivent à l'étranger aussi. Ça, c'est une énorme richesse. On a aussi quelques grandes boîtes qui investissent actuellement en Tunisie. Dans les ERP, quasiment les plus grandes sont présentes en Tunisie. Dans le cloud, un peu moins. Mais ça commence à venir. Dans tout ce qui est managed services, ça se développe de plus en plus. On a des compétences en cyber local, etc. Et on commence aussi à avoir quelques compétences en IA, Instadip et autres. Voilà, donc il y a des petits bouts. En termes d'infrastructure, que ce soit clairement dit, on est très loin. Très très loin. En termes de financement, on est très très loin. Il y a quelques ingrédients, il y a le potentiel, mais jusqu'à aujourd'hui, on ne met pas le paquet qu'il faut pour le faire. Mais ça représente aussi le potentiel, parce que finalement, c'est grâce aux femmes et aux hommes qu'on pourra le faire. Si on a les bonnes compétences, le reste va suivre, et donc finalement, on a l'essentiel, on a l'ingrédient principal, j'ai envie de dire. Il y a aussi des initiatives intéressantes et originales, faites par les Tunisiens. Et je vais en profiter pour vous dire que dans quelques jours, vendredi prochain, il va y avoir le lancement officiel de la première bibliothèque tunisienne, 100% tunisienne, associée par intelligence artificielle tunisienne, qui va être lancée gratuitement pour tous les étudiants tunisiens du secteur public et privé. Oui. Donc ça sera ce vendredi. Donc ça a été lancé par le ministère de l'Enseignement supérieur tunisien, c'est officiel. Ils ont invité 15 000 enseignants à une webcast. Ils vont faire la démonstration. C'est réel. La bibliothèque, elle tourne. Elle est dimensionnée pour 1 million d'ouvrages, de contenus, de livres et 1 million d'utilisateurs en parallèle. Le supercalculateur est hébergé au ministère de l'Enseignement supérieur tunisien. L'IA est sous le contrôle des professeurs tunisiens. Et l'accès va être 100% gratuit en termes de contenu, mais aussi, je peux vous le confirmer, que même l'accès, c'est-à-dire l'Internet sur mobile, les 3 opérateurs tunisiens ont confirmé et ont mis en place une gratuité illimitée pour cette bibliothèque. C'est-à-dire que tous les Tunisiens, qu'ils aient les moyens ou pas, qu'ils aient de l'argent ou pas, ils pourront lire, feuilleter des thèses de doctorat, des cours, etc., gratuitement, et ils peuvent
interagir avec la plateforme pour améliorer la compréhension, etc. Donc ce genre d'initiative, c'est vraiment, je pense, une première. Je ne connais pas beaucoup de pays dans le monde qui ont fait ça, à cette échelle-là. Et donc, vendredi, c'est le lancement officiel. Je vous le dis pour 3 choses. Parce que les Tunisiens ont montré qu'ils étaient capables de le faire. Ça a été développé par une excellente boîte aussi tunisienne. Et le code source a été fourni aussi au ministère de l'Enseignement supérieur tunisien. Je vous le dis aussi parce que aussi ça a été financé en partie par la diaspora tunisienne. Et je pense que c'est un petit peu le sens de ce projet-là. C'est d'inspirer aussi d'autres à faire des pas de l'enseignement ou dans d'autres domaines aussi vis-à-vis de leur pays. Je vous le dis aussi, et la 3e raison aussi, que vous avez la possibilité, vous qui vivez, enfin je m'adresse aux Tunisiens de la salle, d'enrichir ou de participer à l'enrichissement de la bibliothèque pour que tous les Tunisiens en profitent. Voilà. Dernier message, c'est que aussi les Tunisiens se sont engagés à fournir gratuitement à tous les pays africains le code source de l'application pour qu'eux aussi ils en bénéficient. Voilà un petit peu le sens de ce très beau projet. IA souveraine, bibliothèque, on parle d'enseignement, on parle d'investissement sur le futur, etc. Donc, pour résumer, oui, il y a les compétences, oui, il y a des talents. Maintenant, il va falloir hisser l'ambition et mettre aussi les moyens. Et il faudrait que les moyens et les financements suivent. Et il faudrait aussi, pour être complet et pour reboucler par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que le supercalculateur qui est maintenant en Tunisie, c'est très bien, c'est un énorme pas. Mais par rapport à ce qui se fait, ou les supercalculateurs des GAFAM et autres, on est très loin. Donc si on veut viser vraiment d'autres niveaux d'investissement, il va falloir, encore une fois, s'unir, faire des investissements ensemble, avec les Algériens, avec les Marocains, avec les Libyens, les Égyptiens, les pays du Golfe, etc., 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 pour apporter une contribution à l'humanité avec notre approche. Voilà. Derrière cette dynamique conjoncturelle que nous avons pu aborder, Monsieur le Ministre, il reste une dimension plus intime, mais une dimension tout aussi déterminante, celle du leadership personnel, des convictions profondes et des arbitrages humains qui façonnent l'action publique au quotidien. Nous vous proposons à présent de clôturer cet échange en revenant sur votre parcours, votre vision et le message que vous souhaiteriez transmettre aux générations qui façonnent l'avenir. Monsieur le ministre, en 2020, en pleine crise sanitaire, pendant le Covid, pendant la pandémie du Covid-19, vous concédiez au magazine Leader, je cite, « Je ne m'attendais pas à devenir ministre, presque tout a changé pour moi ». En revenant sur votre passage à la tête du ministère des Finances tunisien, quels enseignements essentiels tirez-vous de cet épisode de gestion extrême? Et avec le recul, quels conseils donneriez-vous aux décideurs de demain appelés à affronter de tels bouleversements structurels? Alors, par rapport à la première moitié de votre question, je ne vais pas être très objectif parce que j'étais au gouvernement. Mais si on regarde les chiffres et les réalisations, c'est effectivement, on a pris les responsabilités 5 jours avant l'arrivée du premier cas Covid. Donc on a dû s'adapter très vite. Lorsqu'on a laissé les responsabilités, vous connaissez l'histoire, à l'issue de la première vague, sur une population de 12 millions d'habitants, on avait 87 morts. 87 morts, c'est toujours beaucoup. Mais si on se compare à d'autres pays, les pays du monde, on figurerait dans le top 3, facilement, en termes de performance. Ce n'est pas du tout lié au climat, ni au je ne sais pas quoi, etc., parce que nos voisins qui ont à peu près le même climat, ils sont à des taux nettement plus élevés. Ça, c'était lié, c'était fait grâce à vraiment une action gouvernementale, de tout le gouvernement. Et ça prouve aussi que lorsqu'on met les bonnes personnes et la bonne stratégie, etc., on est capable de faire. On était capable de lancer une douzaine de projets digitaux et de les réaliser en peu de temps. Le Mobile Wallet, ça a été fait et lancé en très peu de temps, en quelques mois. Le processus de les déclarations des impôts et paiements, etc., de bout en bout, ça a été fait pendant cette période-là. Des outils de digitalisation, de retenue à la source, etc., s'étaient lancés, en tout cas engagés à ce moment-là.
Il y avait des projets aussi qui ont été lancés avant nous, avec notre gouvernement, mais aussi on a capitalisé là-dessus et on a réussi à les transformer. Je ne dis pas ça pour lancer des fleurs par rapport au regarder le passé ou pour dire on était bon, etc. C'est pas du tout le message. Le message, c'est de dire que si on met la bonne volonté avec les bonnes personnes, on est capable d'avancer dans un pays comme la Tunisie, parce que ça a déjà été fait. Voilà le... Alors ensuite, par rapport à la deuxième partie de la question, quel conseil je donnerais aux hommes politiques ou... C'était quoi votre question? Ou des leaders d'une manière générale? Période de crise? Les jeunes. Les jeunes. Les jeunes qui veulent faire de la politique ou pas forcément? Comment gérer une période de crise? Ben en fait, il faut, moi j'ai envie de dire, il faut avoir sa propre boîte à outils. Moi j'avais la mienne. Je peux vous donner un exemple d'un outil. Vous en voulez un? Oui? Bon alors, je vais vous donner une petite astuce. Mon petit secret. Un des outils. Donc c'est important d'avoir sa boîte à outils. Période de crise, forcément, ça veut dire qu'on est en mode pompier quasiment tout le temps. Le fait de le savoir, de se préparer, ça veut dire qu'il faut anticiper ça et forcément laisser du temps à la réflexion, à l'étude, à l'analyse. Donc moi, ce que je faisais, donc si c'est des conseils pratiques que vous voulez, moi je démarrais mes journées à peu près à 5h, 5h30 du matin, et la première heure, c'était pour moi, pour la réflexion. J'avais besoin de ce temps de réflexion, d'analyser les chiffres, d'analyser les documents, etc., de revenir sur le programme de la journée, etc., de lier par rapport à ce qui s'est fait, etc. Donc ça, c'est un moment indispensable. Ensuite, de 6h, 6h30 jusqu'à 8h, 8h ça démarre, hein. Ça, après c'est mode pompier. Je passais presque tous les jours où je rencontrais des experts. Tous les jours. Et il y avait 4 catégories d'experts que j'invitais. Bien sûr, ils étaient bien choisis selon des critères, etc. Il y avait une catégorie d'experts qui étaient bons en tout ce qui est politique publique, en stratégie, en vision, etc. On en avait besoin. Deuxième catégorie d'experts qui étaient très bons dans un domaine, dans un secteur, etc. Donc ils étaient capables d'aller vraiment profond dans les analyses. Troisième catégorie de personnes que j'ai rencontrées, c'était des personnes du terrain, du marché. Parce que très souvent, les théoriciens, etc., les gens qui sont dans le bureau, bon, ils perdent un petit peu le contact, la réalité, etc. Donc j'avais besoin d'être amené à ça. Et il y avait une quatrième catégorie que j'invitais aussi régulièrement, c'était les gens qui n'étaient pas d'accord avec moi. C'était pas des parties de plaisir, vous en doutez. Mais qui avaient d'autres tendances, qui venaient d'autres écoles, partageaient des valeurs en commun, mais ils voyaient le monde différemment. Mais j'avais besoin aussi de confronter mes idées avec les leurs, d'entendre leurs arguments. Et donc, soit ils m'ont renforcé dans mes convictions, soit je me dis, il faut que je m'adapte, je corrige, il faut que j'intègre cet élément-là, effectivement. Je ne cherche pas à idéaliser cette méthode parce que chacun des groupes a des avantages et des inconvénients. Les théoriciens, la première catégorie, c'est bien, la vue d'ensemble, la vue d'hélicoptère, etc. Mais très souvent, il manquait aussi de chiffres ou d'éléments que moi j'avais, donc ça c'était un peu mon devoir, où ils étaient un peu trop théoriques. Deuxième catégorie, les personnes qui étaient vraiment pointues, etc. Très bien, ils maîtrisaient leur sujet, mais aussi, parfois, ils ont leur propre intérêt et leurs propres agendas. Après, comment discerner, comment faire l'arbitrage entre ça et ça. Troisième catégorie, c'est des gens du terrain, donc il faut avoir vraiment des discussions très terrain. Et la quatrième catégorie, c'est les gens qui font, très souvent, ils font de la politique, pas forcément des alliés du point de vue politique. Et d'ailleurs, j'ai déjà eu le cas où le matin, on était ensemble en train de travailler. Le soir, sur un plateau télé, j'étais bien critiqué. Et le lendemain, on reprenait le travail et on était de vrais collègues de travail. Voilà. Donc voilà un petit peu le... Et après, à 8h, donc il y a le monde, voilà, le rush, les paraphes, les décisions, les conseils des ministres, etc., etc., etc. Jusqu'à tard le soir, on reprend un peu plus de sérénité, on a une analyse, etc. Le fait d'avoir un rythme, de s'organiser, d'accepter l'autre,
d'accepter de dire je ne suis pas la personne la plus intelligente. Mais j'ai suffisamment de capacité à réveiller l'intelligence collective. Il s'appuie sur ces intelligences-là, je pense qu'on peut tirer beaucoup plus de qualité. Et parce que ce qui compte finalement, c'est les résultats, c'est les politiques, etc. pour le pays. Et ce n'est pas le fait que je sois le meilleur ou que je m'affiche, etc. D'ailleurs, au contraire, j'étais heureux de dire et de recevoir toutes ces personnalités-là. C'est grâce à elles aussi que j'ai réussi à avancer, à avoir les meilleures idées. Après aussi, il y a d'autres techniques pour les faire parler, etc., pour les encourager, de donner de temps en temps juste l'information qu'il faut. Il y a des choses confidentielles que je ne pouvais pas partager, etc. Mais voilà, ce genre de choses permet, très pratique, de ne pas être absorbé complètement par le feu de l'action, etc. Et de toujours avoir le cap, garder la tête froide, pouvoir analyser. Et c'est un petit peu aussi le sens aussi de la première partie, lorsque je vous ai parlé de géopolitique et de tous ces événements qu'on entend tous les jours. Toujours, il faut prendre du recul, il faut analyser, il faut essayer de comprendre les dynamiques, il faut voir les sujets sous tous ces angles, il faut voir la convergence de tout ça pour pouvoir prendre les meilleures décisions possibles. Voilà, un outil. Après, j'en ai d'autres. Peut-être à la pause café, je partagerai d'autres. Monsieur le ministre, une nouvelle question qui nous semble particulièrement importante en tant que décideur de demain. Dans l'exercice du pouvoir politique ou de la responsabilité politique en général, il existe souvent un moment discret mais décisif où il faut choisir entre ce qui est facile et ce qui est nécessaire. Dans votre parcours, avez-vous été confronté à un de ces grands dilemmes où il fallait sacrifier une part de confort personnel ou de consensus immédiat pour rester fidèle à une vision plus haute du service public ? C'est vrai que le choix du consensus, en général, est le moins coûteux politiquement parlant. Mais pas toujours le meilleur. C'est vrai. Donc souvent, malheureusement, je vois des arbitrages. Pourquoi je prendrais des risques ? Pourquoi j'encaisserai des coups, partant vers le plus simple. Mais il y a aussi d'autres arbitrages entre consensus et autres, mais il y a aussi un autre type d'arbitrage qui arrive très souvent chez les hommes politiques et les personnes aussi qui ont le pouvoir et qui pâtissent à long terme. C'est cette double échelle de temps. L'échelle de temps personnel, on prend des décisions, des actions qui ont un impact, qui sont censées avoir un impact court terme, versus ce qui est nécessaire pour prendre des décisions structurelles qui vont avoir un impact sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans, sur 30 ans. Oui, mais sauf que ce n'est pas du tout la même échelle. C'est-à-dire, si je prends des décisions importantes et intéressantes et fondamentales pour l'éducation, le ROI, déjà le coût, le risque, etc., l'impact sur le budget, je l'encaisse moi-même, et le retour sur investissement, ça sera dans 20 ans. Voilà, typiquement. Alors que c'est des gens... Donc très souvent, on est confronté à ça. Vous voulez un exemple concret ou je m'arrête là ? Peut-être pendant la crise du Covid, peut-être. Un consensus compliqué. Bon, je vais en citer un. Pendant la crise du Covid, le prix du baril a beaucoup baissé. Vous vous souvenez ? Énormément. Et il y avait beaucoup de débats et des demandes et de la pression pour prendre des produits financiers, des produits d'assurance, de hedging, etc., pour se protéger le budget de l'État contre les hausses prévues du prix du baril. Et il y avait un quasi-consensus de l'importance d'acheter ce genre de produits qui coûtent cher. Des produits d'assurance, de hedging aussi, pour se protéger. Voilà, donc on a la paix. Donc, décision toute simple, je protège le budget de l'État et j'achète ces produits qui coûtent cher. J'avais demandé des cotations que j'ai trouvées horriblement chères. Je ne vais pas dévoiler les paramètres aussi de ces cotations ne me convenaient pas. Il y avait des maturités trop courtes, sur 6 mois seulement, des strikes qui n'étaient pas bons, des coûts par rapport aux strikes qui n'étaient pas bons. Bon, bref, j'allais dépenser peut-être 60 millions, 70 millions de dollars sur des produits qui ne me convenaient pas. Je n'étais pas tellement convaincu. Et là, je me suis fait aider par 2 excellents experts tunisiens. 2 polytechniciens d'ailleurs, que je félicite, que je salue.
Et donc on a fait une analyse pour voir est-ce que ces produits de hedging étaient vraiment convenables ou est-ce qu'on allait acheter quelque chose qu'on n'allait pas utiliser. Donc après, vous allez me dire 60 millions de dollars par rapport à un budget de l'État, qu'est-ce que c'est? Oui, mais 60 millions de dollars, si on les utilisait pour rénover des écoles, je peux faire beaucoup de choses avec. Et après, beaucoup d'analyses intrinsèques, d'analyse de l'offre. Mais aussi, on est allé récolter aussi pas beaucoup d'informations sur le Covid, sur la vague 2, sur à quel point on est prêt, proche ou pas, d'avoir un vaccin, etc. Et tout ce que ceci impliquerait sur l'évolution future du prix du baril. Et on est arrivé à la conclusion qu'il ne fallait pas les acheter. Donc, contre le consensus de quasiment tous, soi-disant, les experts, j'ai décidé de ne pas les prendre. Et maintenant, c'est facile de voir, parce qu'après le recul, 6 mois après, on a vu le cours du baril, et je peux vous dire qu'on a bien fait de ne pas les prendre. Donc là, je vis très bien. Sinon, j'aurais eu 60 millions de dollars sur la conscience. Je peux vous dire que j'ai rien. J'ai pas sur la conscience. Mais tout ça pour dire que lorsqu'on s'appuie sur les bons experts, et on est capable, c'est grâce à eux, qu'on est capable de prendre les bonnes décisions. Et parfois, le consensus n'est pas toujours la bonne façon. Alors, ce n'est pas toujours le cas. Après, donc ça, c'est des cas clairs. Après, la solution la moins coûteuse, politiquement parlant, la plus tranquille, c'est j'achète et je suis tranquille. Et personne ne me reprochera rien. Voilà. Donc ça, c'est un exemple. Donc, le message, c'est pas de dire c'est des belles actions que j'ai faites. C'est pas ça. Le message, c'est nous avons de bons experts lorsqu'il s'agit de prendre les bonnes décisions. On s'appuie sur les compétences qui ont des valeurs. Et lorsqu'on fait ce genre de travail, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de risques de se planter. Voilà. Une autre question pour vous, Monsieur le Ministre. Gouverner, réformer, entreprendre, c'est aussi et surtout porter un récit, c'est projeter un imaginaire collectif capable de mobiliser les foules. Si vous deviez résumer en quelques mots l'ambition que vous portez pour la Tunisie dans les 10 prochaines années, quelle serait-elle et en quelque sorte quelle Tunisie souhaiteriez-vous que l'on puisse décrire à l'horizon 2035 ? Là, j'ai quoi? J'ai 1h30, 2 heures pour développer? Non? C'est bon? Vous n'avez rien prévu pour ce soir? Allez-y. Bon, très bien. Non, quelques minutes. Bon, clairement, pour moi, la Tunisie, ça doit être, ou la vision, le premier pilier. Je vais vous parler de 4 ou 5 piliers. Le premier, clairement, c'est le pilier de l'économie du savoir. On n'a pas beaucoup de ressources naturelles, on n'a pas beaucoup d'étendues, on n'a pas énormément de terrain, on n'a pas beaucoup de mines, etc., etc. C'est l'économie du savoir et c'est l'investissement et c'est d'avoir ce hub technologique, innovation, etc. D'ailleurs, on a parlé aujourd'hui de beaucoup de technologies, mais on aurait très bien pu parler de nos excellents médecins, de nos excellents ingénieurs dans d'autres domaines, de nos agriculteurs, enfin, tellement d'autres expertises qu'on a dans le monde de l'éducation et autres. Donc, premier pôle, hub technologique, innovation digitale, etc. Économie du savoir. Il faut qu'on travaille dessus. Deuxième, je rêve d'un hub d'éducation. Éducation, donc d'ailleurs il se complète bien avec le premier. Et qui jouera un rôle énorme et important, pas seulement pour les Tunisiens, pour la région et pour l'Afrique. On a parlé d'augmentation de population, d'énormes besoins. D'ailleurs, on a tous les atouts, les meilleurs atouts de l'Afrique. Et je pèse mes mots pour adresser une partie des besoins de l'éducation et de l'enseignement de la population africaine qui va venir. Parce que non seulement on a les profs, on a l'infrastructure, ou une partie de l'infrastructure qui reste à se développer, mais aussi on a un coût de la vie qui est excellent, c'est important pour les étudiants, etc. Donc ça, c'est le deuxième hub, il se complète bien avec le premier. Troisième, je rêve qu'on devienne et qu'on se transforme réellement en une plateforme régionale de co-développement entre l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Et donc, activer la triangulation. Et aussi, là aussi, on a tous les atouts. Et là aussi, ça se complète avec les deux autres, avec l'innovation et avec le fait de nous rapprocher des étudiants africains qui vont devenir, qui, dès le premier jour, ils mettent leurs pieds en Tunisie pour apprendre, ils deviennent nos enfants aussi, et demain, nos ambassadeurs dans ces pays-là. Et aussi, les Tunisiens savent comment travailler en Afrique. Ils ont la bonne approche. Ils ont le bon discours. Ça, ils savent faire. Ils ont de l'expérience. Et quatrième hub, et je rêve de ça, c'est avoir
d'être un hub touristique avec toute l'infrastructure qu'il faut, pas seulement tourisme, balnéaire, etc., mais parce qu'aussi on aimerait valoriser notre héritage culturel. On a des milliers de sites historiques. Des milliers de sites historiques. Rien qu'à la Médina de Tunis, nous avons 750 sites culturels historiques sur quelques hectares. Hein. Sans parler de tout aussi de Boussaïd, de Carthage, des autres, Carcouen, Doka, enfin bon, bref, la liste est longue. Je vais oublier là 95% des sites. Donc, et en même temps, ça se complète bien avec la proximité Afrique, ça se complète bien avec tout ce qui est congrès, etc. etc. Et aussi, c'est très en ligne et en phase avec l'ADN des Tunisiens, où la Tunisie qui a toujours été une terre d'échange, d'accueil, d'enrichissement mutuel, quelles que soient les religions, quelles que soient les langues, etc. Donc ça c'est très proche. Donc, 4 hubs qui se complètent bien. Bien sûr, ça ne doit pas être complètement théorique et décorrélé de la réalité. C'est-à-dire, nous, on reste aussi, on a une dimension agricole qui est profonde, qui peut servir aussi, tourisme, etc. Et aussi, on a besoin de faire évoluer notre industrie vers beaucoup plus de valeur ajoutée et en travaillant plus et mieux avec l'Europe, couplé avec l'idée que j'ai annoncée tout à l'heure. J'espère qu'on pourra être un des principaux fournisseurs d'énergie propre à long terme pour la compétitivité de l'Europe. Et on est capable de le faire. Voilà, bon, ça fait beaucoup de choses à faire, beaucoup de travail à faire aussi sur les lois, sur la digitalisation de l'administration, sur les compétences, sur l'investissement dans l'infrastructure, sur les PPP, etc., etc. Donc il y a beaucoup de prérequis pour y arriver, mais je pense que c'est ça. Ça peut être en tout cas des éléments de réflexion pour une vision pour la Tunisie. Et en vous adressant maintenant directement à notre génération, Monsieur le Ministre, une génération qui semble de plus en plus se chercher dans un monde de plus en plus fragmenté, quel conseil donneriez-vous à un jeune, qu'il soit d'ailleurs tunisien ou non, mais qui aspire à s'engager pour transformer le présent et l'avenir de son pays? Donc là, conseil que pour les jeunes Tunisiens, pour les Tunisiens. Exactement. Bon, déjà, pense à s'engager. Il faut qu'ils s'engagent. C'est pas je pense ou j'hésite. C'est un devoir. Et il faut le percevoir en tant que tel. C'est un devoir. Alors après, s'engager comment? Il y a plusieurs formes possibles. Ceux qui sont capables et qui veulent rentrer au pays parmi vous et qui veulent travailler, investir dans la fonction privée, publique, etc., lancer des projets, etc., faites-le. Et après, ceux qui veulent rester encore un peu plus, accumuler un peu plus d'expérience, il y a des dizaines d'autres façons pour aider et d'être engagé. Le fait d'ouvrir des comptes en devises à distance, et c'est possible, et de placer une partie de ses avoirs, que vous pouvez rapatrier à tout moment d'ailleurs, ça aide énormément le pays. Le fait de s'appuyer sur les systèmes bancaires tunisiens, ça aide énormément le pays. Le fait de faire des petits investissements, même à distance, ça aide beaucoup le pays. Le fait d'acheter un bien immobilier, ça aide beaucoup le pays. Le fait d'encourager vos amis, vos entourages à visiter, à découvrir ces beaux sites. Et le fait d'avoir même un petit poste. Vous êtes tous des ambassadeurs, on est tous des ambassadeurs de la Tunisie. Le nation branding, il est crucial dans le monde dans lequel on vit. Et vous êtes tous, il faut tous se considérer comme des ambassadeurs. Et les premiers et les meilleurs critères et attributs d'un ambassadeur, ce sont ses propres valeurs, les valeurs qu'il véhicule. Ce sont les meilleurs attributs du nation branding de la Tunisie. Voilà. Donc voilà, il y a tellement de façons. Après, chacun choisira. Le tout, c'est de rester connecté. Le fait de participer à la plateforme Elm et d'envoyer du contenu, vérifiez bien sûr, tout ce qui est droit d'auteur et autres, mais participez à cet effort. Parfois, voilà, 2 millions de personnes, vous imaginez si chacun fait un petit truc? Il y en a, on est en train de faire. Il y a des avoirs en devises, etc., qui sont envoyés, etc. Mais je pense que chacun doit s'auto-évaluer. Est-ce que je suis capable de faire plus ou pas par rapport à son pays? Et enfin, pour clore cet échange sur une note peut-être un peu plus personnelle, si vous deviez recommander une ville, un lieu, un paysage en Tunisie que chacune et chacun devrait découvrir ou redécouvrir en profondeur pour mieux comprendre l'âme profonde du pays, lequel serait-il et pourquoi? Une seule ville? Vous pouvez en choisir plusieurs si vous souhaitez. Ou plusieurs? Vous pouvez en choisir plusieurs. Oh, je peux en choisir plusieurs. Attends, parce que
résumer 3000 ans d'histoire en une seule ville. On a beaucoup de très belles villes, c'est pas possible. On a tellement de variétés, de richesses naturelles entre le nord et le sud, les plages, les forêts, la montagne, la neige, le désert, magnifique. On a des expériences culinaires magnifiques. On a comme je l'ai dit tout à l'heure, des centaines de sites historiques, culturels, même des milliers. Magnifique, et chacune, bien sûr, il y a les villes les plus connues, les destinations les plus connues, Djerba avec sa douceur, les ports du désert, Touzr, Nafta, les expériences culinaires, Sfeqs, Qaraqna, Mahdia, Sousa, je vais faire beaucoup, je vais me fâcher avec la moitié de la Tunisie aujourd'hui. Sidi Bou Saïd, Kartache, Douga, El Kef, c'est magnifique, Barqa. J'ai oublié, hein, beaucoup. Nebel, c'est magnifique, etc. Enfin, des expériences. Il y en a pour tous les budgets. Kharouen, bon, désolé. Bien sûr, Kharouen. Pardon? Oui, Tataouine, effectivement. Il y a Kharouen, magnifique. Il y a Gergis. Voilà, oui. On est tous partis dans un brainstorming, bravo. Et en plus de ces sites ou des destinations qui sont connues, je peux vous garantir qu'il y a des dizaines et dizaines de villages ou des destinations moins connues, tout aussi magnifiques. Donc à la pause, je vous donnerai quelques noms de ces villages-là, magnifiques. Le tout, c'est quoi? C'est, quel que soit l'endroit, bon, il est impossible de faire et de découvrir la Tunisie en une seule fois. Donc il va falloir y aller plusieurs fois. Ce dont je suis certain, c'est que c'est une destination qui vous donnera le véritable sens du mot « vivre ». Vous allez vous sentir vraiment vivant en Tunisie. Et si vous allez, je vous garantis, et si vous préparez bien sûr, en appelant vos amis tunisiens, etc., vous allez revenir non seulement plein d'énergie et très inspiré. Faites l'expérience et vous allez revenir avec un petit parfum dans vos souvenirs, qui vient de cette lumière assez magnifique de la Tunisie, cette lumière qui a traversé 3000 ans, 3 millions d'histoires, et qui vous expliquera peut-être pourquoi il y a autant de personnes aimables, chaleureuses en Tunisie. Voilà. Avec plaisir. Chers invités, Monsieur le Ministre, nous arrivons au terme de cette conférence inaugurale qui ouvre pour HEC Tunisie un livre rempli de promesses. Et avant de conclure, je tiens à remercier en particulier et chaleureusement l'ambassade tunisienne pour son soutien et ce beau drapeau, ainsi qu'à l'Association des Tunisiens des grandes écoles, l'ATUJ, représentée ce soir par 3 de ses membres du comité exécutif, sa présidente Inès Strojet, Basma Faroud qui est vice-présidente et Khouloud Mila, responsable du club ATUJ Entrepreneurs. Leur présence n'est pas anodine ce soir, elle est placée sous le signe du rassemblement intergénérationnel. Et c'est en effet avec beaucoup de fierté que nous annonçons ce soir le lancement d'un partenariat entre HEC Tunisie et l'ATUJ qui s'incarnera aisément dans chacun de nos événements futurs. Je pense que nous pouvons les applaudir. Merci à tous pour votre présence ce soir. Justement, en parlant d'événements en exclusivité, nous avons le plaisir de vous annoncer notre prochaine conférence qui se tiendra le 14 mai prochain sur un thème peut-être tout aussi stratégique que ceux qu'on a pu aborder en détail aujourd'hui. Il sera question de diplomatie culturelle et de dialogue méditerranéen. On accueillera également une autre personnalité éminente des sphères publiques, cette fois aussi artistiques, de la Tunisie. Vous recevrez en exclusivité un lien d'inscription ce soir sur vos adresses mail. Il vous suffira de quelques clics pour y participer. On espère vous y voir nombreux et nombreux. Merci pour votre présence ce soir en personne. Merci à celles et ceux qui nous auront suivis à distance. J'en profite d'ailleurs pour remercier ma famille, et notamment ma grand-mère qui, je sais, nous regarde en ce moment. Votre énergie, votre confiance, merci. Votre énergie, votre confiance nourrissent notre volonté d'avancer. Et voilà, on poursuit désormais cette soirée autour d'un moment convivial à l'extérieur de la salle. Merci à tous. Merci.